15h09, Radio Gilles, 30 ans de retrouver Entr'acte avec Christophe Barbier et Hélène Schumann. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Georges Feydeau, le roi du théâtre comique, pour les 100 ans de sa disparition. C'est bien cela. Absolument, Philippe. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Philippe. Bonne année d'abord. Bonne année à tous les auditeurs. Très bon vœu, et on commence fort puisque cette année, nous allons célébrer le 100e anniversaire de la mort de Georges Feydeau, le roi du théâtre comique, eut une fin de vie plutôt tragique, Christophe. Et en effet, puisque le 5 juin 1921, Georges Feydeau s'éteint dans une maison de santé de Rueil-Malmaison, vaincu par la folie, une folie venue de la syphilis qu'il avait contractée quelques années plus tôt. Il meurt en prétendant être Napoléon III, et quand on lui dit que ce n'est pas le cas, il se dit mais comment cela se fait-il, mon voisin de chambre se prend bien pour le président de la République. Son voisin de chambre, c'était Paul Deschanel, vous savez, le vrai président de la République, celui qui était tombé du train. Un dernier mot d'esprit, mais qui cache quand même une vie qui a eu sa part de tragédie. Georges Feydeau, fils d'Ernest Feydeau, qui était un boursicoteur, qui avait connu des succès littéraires avec un roman qui s'appelait Fanny, et qui ensuite avait eu des difficultés financières. Ernest Feydeau, en 1869, a un AVC, comme on le disait pas encore à l'époque, devient hémiplégique, et pendant 4 ans, il va mourir en se ruinant sous les yeux de ses enfants. Feydeau perd son père alors qu'il n'a que 12 ans. Donc c'est très jeune. Sa mère va se remarier avec Henri Fouquier, un journaliste très en vue, qui aidera Feydeau dans sa carrière, mais sa mère est surtout une courtisane, une juive d'origine polonaise, connue pour ses succès auprès de la haute société, et on la soupçonne fortement d'avoir eu une double liaison avec Louis-Napoléon Bonaparte, quand il n'était pas encore Napoléon III, et le duc de Morny. D'ailleurs, beaucoup de gens prétendent que Georges Feydeau était le fils de l'un ou de l'autre, d'où cette confusion à la fin de sa vie avec Napoléon III. Personne n'est vraiment certain de cela, mais la ressemblance physique est assez frappante entre le duc de Morny et Georges Feydeau. Donc vous voyez, sa vie commence dans une sorte de difficulté identitaire. Ensuite, c'est par le travail qu'il va se construire. Un premier succès en 1886, Tailleur pour dames, un triomphe. Tout le monde annonce un nouveau talent. Et puis, pendant 6 ans, la traversée du désert. Que des bides, que des fours. Et puis Feydeau a une bonne idée, il se marie. Il épouse Marie-Anne Carolus-Durand, la fille du peintre Carolus-Durand, peintre célèbre à l'époque, portraitiste de la haute bourgeoisie. Et d'un seul coup, Feydeau, avec la vie conjugale, devient plus sérieux. Il court moins les restaurants la nuit et les casinos. Il se met au travail, enfermé dans une chambre d'hôtel, seul ou avec un collaborateur. Et en 1892, la valse des succès commence. Champignol malgré lui, Monsieur Chasse, Le Système Ribadier, 3 succès en une année théâtrale. Ça va continuer avec de grands succès, Le Fil à la patte, La Puce à l'oreille. Bien entendu, au moment de l'exposition universelle, toute l'Europe qui vient applaudir en 1900 La Dame de chez Maxime, sans doute le plus grand succès international de Feydeau, qui a créé un nouveau vaudeville, moins amer, plus jovial. L'art dramatique devient une branche de la mécanique de précision. C'est une horlogerie de la bonne humeur. En fait, Feydeau est en train de devenir le grand auteur de la belle époque, où on a de l'argent, on fait la fête, il y a du champagne, il y a du vaudeville, il y a du progrès technique, tout le monde est heureux, tout le monde est en folie. Ça ne va pas durer, puisque tout doucement l'inspiration de Feydeau se tarit, il devient plus amer, il divorce, et il gagne à ce moment-là un répertoire un peu plus sombre. Ce sont des pièces conjugales plus amères, plus âpres. Feu la mère de madame, mais ne te promène donc pas toute nue. Ou bien des pièces inachevées. 100 millions qui tombent, on va faire la cocotte. Feydeau n'arrive même plus à terminer ses pièces. Quand arrive la guerre de 14, bien entendu on rit moins. La belle époque est terminée et Feydeau n'est plus de circonstance. On va aussi passer après la guerre à un autre genre de rire. C'est l'arrivée du vaudeville à la Sacha Guitry. C'est toujours le mari, la femme, l'amant, mais c'est une autre forme d'esprit français. Feydeau est devenu un peu démodé et il va aller tout doucement vers sa mort. Alors ce qui est incroyable, Christophe, quand on écoute, ou en tout cas quand on va voir les pièces de Feydeau, c'est le texte, la modernité du texte. Alors pourquoi le roi du vaudeville est-il toujours autant à la mode ? Mais parce que le texte est moderne dans sa forme, dans son langage, dans son fond, avec des thématiques qui parlent encore aux esprits d'aujourd'hui, et puis aussi parce que la mécanique du rire rend ces pièces en 2021 comme en 1900 totalement irrésistibles. C'est pas le spectateur qui rit, c'est le rire qui s'empare du spectateur. On ne peut pas ne pas rire. Le rire est plus fort que nous. C'est une véritable folie. C'est-à-dire que le spectateur, au moment où il pense que va survenir un coup de théâtre, l'entrée du mari, la disparition de l'amant, Dieu sait, eh bien,
Il a à peine le temps de penser que ça va arriver, que c'est déjà arrivé sur scène. La mécanique de la pièce va plus vite que l'esprit du spectateur, et c'est cela qui rend la pièce irrésistible. Feydeau n'a pas inventé le vaudeville. Avant lui, Labiche, par exemple, en a écrit de magnifiques. Mais il a réécrit la grammaire du vaudeville. Il a poussé le trio mari, femme, amant dans toutes les complexités possibles. Un couple, deux couples, trois couples, tout cela s'entrecroise, rend les situations indétricotables à la fin du deuxième acte, et pourtant au troisième acte, on trouve la solution et on retombe sur ses pattes. Le vaudeville va vite, mais avec Feydeau, il s'emballe. Et puis, Feydeau n'est pas qu'un vaudevilliste qui fait rire de situation. Il est le peintre de son époque. Il tend un miroir déformant aux bourgeois de la belle époque. La vie de couple, le désir, la fidélité, la jalousie, la vengeance, la vanité, tout cela, ce sont les traits de l'époque, mais ce sont aussi les traits d'aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous dire, jalousie, vanité, ce sont aussi les défauts de nos contemporains. Et donc, quand on va voir un Feydeau, on se regarde nous aussi dans un miroir un peu déformant. Si les costumes à crinoline et à faux cul ont pris de l'âge, les traits de caractère et la sociologie n'a pas vieilli du tout. Feydeau n'est pas un intellectuel. Il se tient en dehors des débats de son temps. C'est un jouisseur nocturne, hein. Il aime bien se coucher à 4 heures du matin après avoir fait la tournée des guinguettes, mais c'est un observateur, un caricaturiste. Il dépeint cette bourgeoisie de la Troisième République en sociologue du rire, comme Émile Durkheim est un sociologue du sérieux. Sociologue qui s'intéresse aux professions, par exemple, qui s'imposent dans la société. Chez Feydeau, on trouve, mais quasiment dans toutes les pièces, des médecins, des architectes, des députés. En revanche, on ne trouve plus du tout de paysans, contrairement à l'époque de Molière ou de Marivaux, très peu de militaires. En revanche, on va trouver beaucoup de cocottes, des rentiers, des oisifs, des noctambules. Il est donc le sociologue de ce Paris de la fête. Derrière le sociologue, il y a un psychologue qui va décrire avec minutie les états d'âme des maris honteux, des femmes jalouses, des femmes trompées. C'est le premier dramaturge du féminisme qui va démonter la lâcheté du mâle et montrer la vertu de l'épouse. Et puis sous le psychologue, il y a un ethnologue. Il regarde non seulement les Français, provinciaux parisiens, mais il regarde aussi le monde entier qui vient à Paris. On a des princes slaves, on a des généraux sud-américains, on a des valets de chambre belges. Feydeau, c'est une Europe du théâtre. C'est Claude Lévi-Strauss qui s'annonce par le biais du théâtre. Et puis enfin, quand on résume tout cela, sociologue, ethnologue, psychologue, eh ben il y a, je crois, un philosophe chez Feydeau. Quasiment à la même époque, Henri Bergson, le philosophe, écrit Le Rire, et il explique comment se construit cette mécanique du rire qui est plus forte que nous. Eh bien, les travaux pratiques de Bergson, c'est tout simplement chez Feydeau qu'on va les trouver. Le théâtre de Feydeau nous ramène à une salutaire humilité en nous réjouissant. On rit des autres, mais on sait qu'en riant des autres, on rit de soi-même, parce que soi-même, on peut aussi perdre de l'argent, être trompé par sa femme, ou se retrouver dans des affaires un peu emberlificotées. C'est ainsi que Feydeau nous fait du bien. Alors Christophe, est-ce qu'on peut pas reprocher tout de même à Feydeau d'être un peu misogyne ? Je ne crois pas. Chez Feydeau, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, plus courageuses et plus honnêtes. La femme ne trompe pas son mari. Elle feint de le tromper pour se venger de l'adultère que lui, il a commis, le rendre honteux et obliger le mari à avouer, à demander pardon et à reprendre une vie conjugale bien rangée. Les amants chez Feydeau ne sont pas de beaux séducteurs, ce sont toujours de jeunes coqs, de jeunes gandins, ridicules qui généralement d'ailleurs n'arrivent pas à leur fin. Seule la femme, et généralement la femme mariée, s'en sort très bien avec les honneurs. On est admiratif devant la femme mariée de Feydeau. On est admiratif aussi, et ça c'est une prouesse de sa part, devant la cocotte, la courtisane, la prostituée. Jamais il ne jettera la première pierre sur les prostituées. Il respecte ces femmes qui ont pourtant une vie qui les met au banc de la société. Est-ce que c'est une déclaration d'amour à sa mère, inconsciente, C'est une déclaration de reconnaissance à sa mère, de cette femme qui s'était sortie de cette vie de courtisane pour avoir une position et assurer une position à ses enfants. C'est surtout une reconnaissance pour toutes les femmes qui ont partagé ses nuits, parce que c'était un marivolage et il aimait la compagnie des actrices, des danseuses et des cocottes. En revanche, s'il n'y a pas de misogynie chez Feydeau, il y a du racisme et de l'antisémitisme. Alors évidemment, on joue aujourd'hui des versions expurgées, mais quand vous avez par exemple Les Fiancés de Loches, 1888, vous avez une scène au début où dans une agence de placement, une femme noire, qui l'intitule La Négresse, vient chercher un travail. Elle dit « moi vouloir nounou ». Alors l'agence de placement lui dit « mais vous êtes trop grande pour avoir une nounou ». « Non, moi vouloir poste de nounou ». Et l'agent de placement lui dit « tenez-vous bien ».
j'ai justement une famille en deuil, vous pourriez y aller, seulement dites donc, votre lait, il n'est pas noir au moins. Et on rit de cela à l'époque. Racisme et antisémitisme. Dans l'âge d'or, vous avez un antiquaire, monsieur Ibrahim, qui parle comme ça, c'est écrit comme ça. « Je suis monsieur Ibrahim, marchand d'antiquité. Vous m'avez fait dire que vous aviez une pendule à vendre ?» Dans 100 millions qui tombent, on est quasiment à la guerre de 14. Donc vous voyez, les esprits ont dû évoluer. Pas du tout. Midvor, financier, Paulette, qui est une cocotte, dit « Oh ben Midvor, on disait du bien de toi. Oh, c'est bien aimable, je suis sûr que ça te devait être en bien. Quel nez tu as ?» dit Paulette pour dire quel flair tu as. « Oh, c'est la religion qui fait ça. » Feydeau fait rire avec les clichés antisémites. Dans La Duchesse des Folies Bergères, une cocotte dit à un homme « Toi, t'es youpin ». Elle le dit comme ça. Il répond ah bah t'as de bons yeux. Sous-entendu, tu as vu que j'étais circoncis. Il précise je n'ai rien d'intime avec madame. Ça faisait rire. Et il finit par dire oh j'ai le nez israélite moyen. On pourrait faire 2 catholiques avec, dit Irma la cocotte. Vous voyez, le comique antisémite le plus cru. Alors aujourd'hui on expurge quand on joue ça. Et ces pièces-là sont moins jouées. Mais Feydeau reflète son époque. Il est le reflet d'une époque antisémite. Quand il écrit certaines de ses pièces, on est par exemple l'âge d'or, on est 2 ans après l'affaire Dreyfus. J'allais vous le dire. Mais ce n'est pas un intellectuel, il se moque de ces débats. Il veut faire rire, il y a des antisémites qui viennent rire au théâtre, il leur sert aussi un humour antisémite. Il faut que nous soyons lucides sur ce que Feydeau a été, ça n'enlève rien à son génie comique dans la plupart de ses pièces. C'est aussi le baron de Nucingen chez Balzac, qui a un accent et qui effectivement vient de l'Est mais est juif quoi. Bien sûr, la description serait aujourd'hui considérée comme d'emblée antisémite ou raciste, mais surtout, le rire est recherché à travers cette identification-là. On fait rire de toutes les identités, du général sud-américain qui tire au pistolet à tort et à travers, au prince slave qui se ruine pour une cocotte et qui torture ses aides de camp, mais aussi avec la caricature du financier juif. C'est peut-être aussi un souvenir de son père qui avait écrit un livre très sévère sur les milieux de la bourse qui fleurait l'antisémitisme. Alors avant qu'on passe à la dernière question, Christophe, j'ai une autre question moi. Est-ce que vous pensez que Georges Feydeau savait que sa mère était juive? Est-ce qu'il en avait conscience? Oui, je pense qu'il en était parfaitement conscient pour une bonne raison. C'est que dans ces milieux-là, les secrets étaient vite répandus. Et que ceux qui n'avaient pas le courage de dire au jeune Georges Feydeau ce qu'il en était, eh bien Feydeau se faisait renseigner par tous ceux qu'il fréquentait la nuit. Et dans ces milieux-là, on avait la franchise. C'est aussi cela qui a créé une solidarité de Feydeau avec ses compagnons noctambules. C'est que on se cachait rien, on se disait tout. Et la vérité sur sa famille, mais aussi sur sa femme, sur sa belle famille, sur tout le malheur matrimonial de Feydeau, cette vérité-là, il l'a appris par ses compagnons de fête nocturnes et pas par la haute bourgeoisie bienséante. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus à l'aise chez Maxims à 4h du matin, bien qu'il ne buvait pratiquement jamais une goutte d'alcool, plutôt que dans les grands salons où sa femme recevait le tout Paris. Oui, parce que ses origines sont moins claires que celles de Marcel Proust. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis, ça a créé chez Feydeau toute une série de malaises, le malaise identitaire, et puis surtout un malaise avec la fortune qui lui venait, qui avait manqué à son père, et il flambait l'argent, Feydeau. Il flambait l'argent comme si l'argent devait entrer et sortir. Il s'est ruiné en collection d'opales, il s'est ruiné en tableaux qu'il a dû revendre pour son divorce en 1903, il s'est ruiné au jeu, et on lui avait dit un jour, mais avec tous ces succès, combien devez-vous gagner d'argent? Et il avait répondu, oh, j'en gagne beaucoup moins que je n'en dépense. Christophe, juste, on dit que le duc de Morny serait son père et qu'il aurait même créé une station balnéaire pour le petit Georges qui serait Deauville, bien sûr, toute l'histoire. Mais toute l'histoire du Second Empire et de la Belle Époque s'articule autour de mythes. Certains de ces mythes sont peut-être vrais. Moi, j'ai tendance à penser qu'en effet, Morny, si ce n'est Louis-Napoléon, est le père de Feydeau, ne serait-ce qu'avoir la solidarité financière qu'a eu cette famille impériale avec Ernest Feydeau quand il a eu des difficultés et avec sa veuve avant qu'elle se remarie. Donc là, il y a à mon avis plus que de la solidarité, il y a de la gratitude envers une femme qui avait donné ses charmes. On raconte une anecdote très savoureuse où le duc de Morny s'était écarté dans un salon avec la mère de Feydeau. Quelqu'un les a surpris et donc ils sont sortis précipitamment du salon et la décoration, la grande plaque de décoration que portait à son uniforme le duc de Morny s'était retrouvée épinglée à l'arrière de la robe de madame Feydeau. Très drôle. On retrouvera ça dans une des pièces. Je pique des épingles. Exactement. Allez, c'est dans le fil à la patte. Absolument. S'il fallait retenir que quelques pièces de Feydeau, quel serait votre choix?
Moi, je vous dirai le mien après. Alors, moi, je commence par Monsieur Chasse, 1892. C'est la première fois que Feydeau comprend la mécanique du rire. Le mari, la femme, l'amant, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est une pièce géniale et sobre. Ensuite, la très grande machinerie de la puce à l'oreille avec Poche qui est un sosie. Poche est un bourgeois, mais il a un sosie qui est un pochetron, qui est Poche qui est dans le gardien d'un hôtel. Et puis aussi un personnage de Bègue qui prononce, enfin un Bègue, il prononce pas les consonnes. Sauf quand il a un palais en argent. C'est merveilleux. Le fil à la patte est merveilleux aussi, avec ses jeux de mots formidables. Le général sud-américain qui dit c'est un sandal. On lui dit non, SC ça fait SQ, donc c'est un scandale. Alors quelques minutes après il dit je suis sceptique. Ah non, on dit sceptique, SC ça fait ce. Et il dit mais vous vous foutez de moi. C'est magnifique. Ouais. Et puis pour terminer, Le Bourgeon, qui est la seule pièce sérieuse qu'a écrit Feydeau. Il avait pas fait un pari avec un auteur de pièces sérieuses. Vous allez écrire un vaudeville, vous verrez que c'est difficile. Moi, je vais écrire une pièce à thèse. L'autre n'a pas écrit de vaudeville, et lui, il a écrit Le Bourgeon. Un marquis breton, un jeune homme, tombe amoureux d'une prostituée, Étiennette, une cocotte. Et il veut l'épouser, il veut la remettre dans le droit chemin. Et ça va marcher, elle l'aime, ils s'aiment, ils vont se marier. Sauf que la famille arrive et dit non, c'est pas possible. On l'aime bien, ton Étiennette, mais pas de mariage. Tu vas revenir dans la bonne famille, épouser une de tes cousines lointaines, et la machine sociale broie l'histoire d'amour. C'est une pièce déchirante, qui est une véritable pièce à thèse sur la dureté de la bourgeoisie. Elle n'a pas eu de succès. Alors Christophe, moi je dirais Un fil à la patte, évidemment. Ah oui, hein, parce c'est que magnifique, je crois que Un c'est fil à la première fois et la seule fois où je suis vraiment tombée de ma chaise au théâtre, tellement je riais. Et puis il y a La Dame de chez Maxime. Pourquoi? Parce que c'est une gentille, une bonne courtisane. Je pense à La Bonne âme de Szechuan. Bien sûr. De La môme Bertolt crevette. Brecht. Oui, Bien sûr. ou La môme crevette, exactement, c'est tout. ça. Donc voilà, c'est pour ça que C'est ça, j'aime on a cette l'impression que pièce. ces personnages se hissent au-dessus de leurs conditions, en sachant très bien qu'elles ne seront jamais adoptés par la société bourgeoise, mais leur irruption qui met la pagaille dans la société bourgeoise permet de débusquer tous les vices, toutes les vanités, toutes les mesquineries de cette grande bourgeoisie. Et c'est vrai que la môme crevette, c'est Elle est peut-être... bonne, elle est généreuse. Elle est bonne, elle est généreuse, c'est Ouais. une des premières héroïnes féministes. Alors il y en a eu dans le théâtre romantique, il y en a eu même un peu chez Marivaux, chez Molière, des féministes. Mais avec Feydeau, le vaudeville n'ignore pas le féminisme, et la môme crevette est peut-être une ambassadrice du féminisme. Et c'est très agréable à jouer, Christophe. Et allez hop, c'est Allez, pas mon hop. père. Allez hop, c'est pas mon père. À la semaine prochaine, Christophe. Merci beaucoup.